faciliter un peu ce partage d'expérience. On était donc plusieurs relais territoriaux, donc on les a déjà un peu cités, le relais territorial de Normandie, la Mona Nouvelle-Aquitaine, la Mascotte Bourgogne-Franche-Comté, la plateforme des organismes de tourisme des Hauts-de-France. Et donc, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on reste à 4? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On s'est tourné très rapidement vers ADN, notre fédération nationale à tous, et on s'est dit voilà, qu'il y avait un vrai intérêt à faire ce web séminaire ouvert à tout le monde dans le réseau. On a la chance aujourd'hui, alors on pourrait presque atteindre les 350 participants si tout le monde nous rejoint. Mais voilà, on s'est dit tout de suite qu'il y avait vraiment matière à mettre en place un bon temps de partage d'expérience. Alors, sous quelle forme? Évidemment, on est quasiment 300. On a un peu réfléchi au format et puis on s'est dit qu'on allait partir sur l'idée d'une table ronde avec des témoins issus de nos réseaux respectifs. Alors, quand on dit témoins, vous avez l'habitude de ce genre de table ronde, il ne s'agit pas de vous dire que nos 4 témoins ont trouvé les réponses à tout, que nos 4 témoins ont des stratégies d'accueil parfaitement carrées et en réponse justement à la crise Covid qu'on a traversée. Mais en tout cas, 4 témoins qui nous ont inspirés. 4 témoins chez lesquels on a vu vraiment des choses inspirantes, intéressantes, et on s'est dit, là, il y a matière vraiment à faire remonter ce partage d'expérience, avec encore une fois, ce qui est intéressant, le recul qu'ils vont pouvoir amener, des choses qui ont pu marcher, des choses qui marchent peut-être moins bien, des choses imaginées qui n'ont peut-être pas pu se mettre en place finalement, mais en tout cas, avec à chaque fois l'angle d'attaque. Le Covid est arrivé et on s'est dit, on doit faire différemment. Ça tombe bien, on était déjà en train de le faire différemment. Comment le Covid a pu accélérer un petit peu la démarche, comment le Covid a pu réinterroger nos stratégies. Donc, 4 témoins à qui on donnera la parole à tour de rôle. Ce sera juste après cette petite introduction. Et 4 témoins avec lesquels on essaiera d'échanger un maximum. Donc, Fabien R et moi-même, Fabien H, en termes d'animateur. On va avoir du mal très clairement à vous donner la parole à tous en tant que spectateurs dans le cadre de ce web séminaire. Encore une fois, on est quasiment 300. Par contre, on vous invite vraiment à utiliser le chat ou les commentaires Facebook pour ceux qui nous suivent plus à distance. On a donc 4 co-animateurs qui sont sur les réseaux. Ils sont en train de déjà recenser toutes les questions qui peuvent arriver. Et on aura du coup un temps, en fin de séance, on aura un temps de restitution de toutes ces questions et on pourra revenir justement sur vos principales interrogations. Je vais présenter du coup très rapidement les acolytes qui sont avec nous. Alors, en direct de Vimille dans le Pas-de-Calais, nous avons Elisabeth pour le réseau du Pas-de-Calais et des Hauts-de-France, qui Bonjour sera à tous. sur le suivi du chat. On a Nicolas qui est en direct de Caen, qui sera également sur le suivi du chat. Nicolas, si Bonjour tu tout veux le monde. On a Amélie en direct de Bordeaux. Bonjour. Et on a Kerian en direct de quelque part en Bourgogne-Franche-Comté. Je n'avoue pas avoir l'info. À côté de Dijon. Bonjour. À côté de Dijon, c'est parfait. Voilà un petit peu l'idée de ce web séminaire. Donc sur 90 minutes, montre en main, on ne dépassera pas les 90 minutes. On va se lancer du coup dans une partie échange avec nos témoins. C'est vraiment pour ça qu'on est ici. Et peut-être dernière petite suggestion technique, c'est de vous mettre en affichage intervenant. Ce sera peut-être plus confortable justement pour écouter nos témoins. Vous verrez peut-être moins les capsules vidéo des uns et des autres, mais vous aurez un accès plus facile à nos témoins qui vont prendre la parole. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Et puis Fabien, je te laisse la main pour présenter nos témoins. Super, merci Fabien H. Effectivement, alors j'en profite pour glisser un joyeux anniversaire à Nicolas d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe d'organisation. Et j'insistais justement sur la date de ce 12 juin, je ne savais pas pourquoi, mais finalement, voilà. Merci Fabien, j'adore ce petit moment partagé auprès de tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'est cadeau, c'est aussi pour toi. Donc voilà, fais-en bon usage. Donc merci à nos 4 témoins justement pour d'avoir répondu présent, d'avoir répondu, de s'être déplacés jusqu'à nous. Donc après, on imagine que ça aurait pu être aussi sympa de se voir physiquement, mais en tout cas, voilà, le pari du à distance fait que finalement, ça rapproche aussi ces dynamiques de mutualisation à 4 régions, comme l'a présenté Fabien H. Et je pense que voilà, tout l'intérêt est justement d'essayer de se nourrir, de s'enrichir de diverses expériences, notamment qu'on voit fleurir dans le réseau des offices de tourisme. Donc, je vous présente sans plus attendre Déborah Le Goff, directrice de l'Office de tourisme de Granville, Terre et Mer, de la région Normandie et du département de la Manche, qui nous parlera
un peu plus de son office de tourisme qui est en mode labo et qui a mis en place notamment une conciergerie digitale étendue 7 jours sur 7 et jusqu'à une amplitude horaire assez intéressante quand on se place côté client, côté touriste. Bonjour Déborah et merci de ta présence. Pascal Gersen, donc directrice de l'Office de Beaune et du Pays Beaunois en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est dans le département de la Côte d'Or. Ça permet aussi de réviser un peu sa géographie, ça fait jamais de mal. Et donc qui nous parlera notamment du portefeuille client qu'elle a mis en place avec son équipe, notamment pour booster son SADI. Merci Pascal de ta présence également. Fabien Janssen, donc directeur de l'Office de tourisme de Destination Cœur de Flandre, région Hauts-de-France, fan de houblon, voilà, et du département du Nord, donc qui reviendra un peu plus en détail sur justement le travail qu'il a engagé avec l'équipe et la nouvelle façon finalement dans laquelle ils ont imaginé leur poste de travail. Donc voilà. Et puis on termine donc par Julien Vrignon, donc directeur de l'Office de tourisme du Haut-Limousin, région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Haute-Vienne. Et donc, lui qui nous partagera aussi la façon dont la diffusion de l'information touristique, il en a fait son cheval de bataille avec son équipe, notamment par rapport à la fiabilité et à l'actualisation de cette information, de cette fameuse information, et avec notamment un rôle prépondérant qui est joué dans le cadre de l'accompagnement des pros. Donc voilà, donc merci à vous quatre d'ores et déjà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose, finalement, on ne voulait pas distribuer la parole de façon arbitraire, donc on vous propose un petit toast qui finalement va nous permettre de savoir qui va se lancer dans ce partage de sa stratégie d'accueil. Donc le premier toast qu'on vous propose, donc les quatre témoins, il faut savoir, nous ont partagé un petit peu leurs conseils gastronomiques s'ils nous invitaient chez eux. Donc normalement, vous devez l'avoir à l'écran. Donc on sent qu'il y a des gourmands autour de la table. Et donc on s'est finalement prêté à un jeu assez savoureux qui était celui d'estimer le nombre de calories que cela pouvait représenter en partant du principe d'une dégustation de ces 4 plats de manière d'affilée en fait. Donc voilà, donc ça fait un certain nombre. Je vous laisse faire le calcul. Et donc la question pour vous départager est donc la suivante. Si on cumule les calories de ces 4 plats accompagnés de leur précieux breuvage, donc le total fait 1842 calories, combien de kilomètres faudrait-il parcourir en vélo pour éliminer l'ensemble des calories ainsi ingurgité? Vous avez une petite info, une petite précision en bas de slide qui pourra peut-être vous aider. Donc voilà, je vous laisse juste quelques instants pour y réfléchir, sachant que je tiens à préciser quand même que nous nous sommes appuyés sur les données récentes de notre Observatoire national qui nous indique qu'un salarié du réseau mesure en moyenne 1,72 m pour 68 kg. Voilà, ce qui peut permettre peut-être de vous aider dans cette réflexion et dans ce choix. Donc, on va faire un petit tour de table. Déborah, peut-être, est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres? Alors, je pense que si j'avais une idée, si j'étais forte en la matière, je n'aurais peut-être pas proposé ce nombre de calories. C'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Aucune idée de comment je vais faire pour les perdre. Maintenant, ça m'intéresse et ça m'interroge sur chaque fois que je vais consommer et que je vais prendre l'apéro, je vais avoir une petite pensée pour vous par rapport à ça. Je ne vous remercie pas. Je vais, à tout hasard, je vais dire allez, 140 km. Ok, ça marche, 140. Merci Déborah. Pascal? Alors Pascal, il faut juste enclencher ton petit micro. Oui, c'est ce que je viens de me dire. Alors, combien il faudrait que je parcours de kilomètres? Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas assez de paramètres. C'est-à-dire qu'on ne me dit pas si je roule sur du plat, dans le Marais de Poitevin, si je suis sur un terri des Hauts-de-France ou dans les Hautes-Alpes. On est sur du plat. On est sur du plat, d'accord. Non, mais c'est vachement important les précisions. Je ne sais pas, je vais dire complètement au pifomètre 200 km. 200.
Fabien, Julien? Pareil, sur une vitesse moyenne, dans ces cas-là, je dirais aller 70 km. Parce que sachez qu'en plus de la bière, il est fan de vélo. Du coup, à mon avis, il part avec un coup d'avance quand même. Ah d'accord, ouais. Moi, pour ma part, j'aurais pu vous le dire dans une semaine, parce que je pars pour une semaine de vélo, mais j'aurais pu faire une évaluation. Alors, je vais dire comme si, je sais pas, on peut imaginer que ce soit plusieurs bières. Allez, 62 km. 62, ok, bon. Eh bien, la réponse, c'est donc 160 km. Voilà, donc bah, écoutez, on va partir donc avec Déborah, si Déborah est prête, qui était la plus proche. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Et donc, je laisse Fabien H. Poser la question de lancement. C'est ça, bah voilà. Alors, pas de surprise, hein, vous savez de quoi on va parler, nos fameuses SADI, nos fameuses stratégies d'accueil. Vous le savez, les stratégies d'accueil, ça comporte un ensemble d'éléments. On parle des prestataires, on parle des outils digitaux, on parle de l'humain, on parle de l'accueil dans les murs, on parle de l'accueil hors les murs, et j'en passe et des meilleurs. La première question, alors c'est vraiment l'occasion, Déborah, de nous présenter le contexte d'accueil de ton territoire. Et je te propose de nous présenter les choses de manière un peu chronologique. Qu'est-ce que ce territoire d'un point de vue de l'accueil avant le Covid? Qu'est-ce que le Covid a amené, entre guillemets? Qu'est-ce que, pendant l'instant Covid, tu as été obligé d'inventer, de transformer, d'accélérer? Et puis, sur du plus long terme, sur l'après, finalement, quelle trace ça va laisser tout ça? Qu'est-ce que tu as pu transformer, entre guillemets, et je m'excuse vraiment pour cette expression, grâce au Covid, finalement? Ouais. Je ne vais pas avoir trop de problèmes avec cette notion de Je m'émute à mon… Effectivement, on va y revenir. Ce sera ma petite conclusion dans 20 minutes. Faut juste mettre, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Excuse. Fabien, si tu peux allumer le micro de Déborah. Ouais, je le fais de ce pas. Excusez-moi, il y avait encore des micros qui étaient ouverts. Okay. Excuse-nous, Déborah. Voilà, Excuse-nous, Déborah. C'est bon. Tu peux revenir à la normale. Ouais. Ok. Je disais que je ne vais pas avoir trop de problèmes avec cette notion de grâce, parce qu'effectivement, je considère que cette crise, et je vous livrerai peut-être un petit scoop à la fin de mon intervention par rapport à ça, est vraiment une opportunité. Mais je vais vous raconter l'histoire et pourquoi je le vis comme une opportunité, même si je suis bien consciente qu'effectivement, ça a un impact non négligeable sur les professionnels du territoire, que c'est compliqué et ça, je ne le minimise pas du tout. L'histoire de l'accueil sur l'office de tourisme, en tout cas sur ces dernières années, puisque je suis arrivée il y a 1 an et demi sur Granville, Terre et Mer, c'est un peu ça. Je suis arrivée après 18 années d'expérience en comité régional du tourisme. Donc l'univers des offices de tourisme, je l'ai vécu pendant 18 ans, c'est pas rien, mais de l'extérieur. Donc je l'ai côtoyé, j'ai vu l'évolution, je me suis fait mes propres convictions sans être dedans sur ce que devait être le rôle d'un office de tourisme. Pour la parenthèse, ça met un petit coup de pression quand même, cette intervention aujourd'hui, devant que des experts office de tourisme qui ont vraisemblablement beaucoup plus d'expérience que moi et d'expertise sur le sujet, mais je suis ravie de pouvoir partager mes réflexions. Donc, je suis arrivée il y a 1 an et demi, je suis arrivée avec beaucoup d'appétence sur le digital, beaucoup d'idées sur la façon de diffuser effectivement l'information et du rôle des offices de tourisme. Je suis arrivée aussi avec ces 10%, ces fameux 10% de touristes qui passent les portes d'un office de tourisme en tête. Mais depuis que j'entends ces 10% et depuis quelques années, je ne connaissais pas la source. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est vérifier effectivement dans l'office de tourisme de Granville, Terre et Mer si ces 10% étaient vérifiés. Donc, dès fin 2018, j'ai pris les chiffres de fréquentation dans les 6 BIT de notre territoire. J'ai pris les chiffres de fréquentation globaux et je suis tombée non pas sur 10, mais sur 1%. Okay. J'ai refait l'exercice cette année pour voir si c'était pas de peau et voilà. Et je suis à nouveau, fin 2019, sur un ratio de 1,001%. Donc, je suis bien dans les 1% sur mon territoire. Ce qui m'a rendu encore plus perplexe et convaincue dans le fait que ça se passait ailleurs et qu'il fallait effectivement plutôt s'occuper des 99 autres pourcents sans négliger ce pourcentage qui vient dans les bureaux et plutôt à vouloir le rendre encore plus précis dans son profil et essayer d'évacuer les parasites entre guillemets.
J'utilise volontairement des mots un petit peu forts, je ne suis pas aussi extrémiste dans mes pensées. Donc, je suis arrivée avec cette idée de comment on fait pour surtout répondre aux 99 autres et bien soigner ceux qui viennent dans les offices de tourisme. Donc, on a l'année dernière commencé à construire cette stratégie globale du tourisme sur le territoire avec un gros point de réflexion sur l'accueil, avec les habitants, avec les commerçants, avec les acteurs. Et effectivement, on s'est bien dit que le rôle de l'office, il était d'assurer l'accueil autrement. Ça tombait bien parce qu'à cette période, il fallait aussi qu'on repense l'aménagement du siège de Granville. Depuis, on a aussi une opportunité d'un autre bureau, donc chouette pour accueillir autrement. Et du coup, sur le siège de Granville, on a décidé de mettre en place un standard au moment des travaux, de rajouter une cellule standard téléphonique à distance pour bien faire en sorte que le conseiller en séjour ne soit pas interrompu dans son conseil éclairé par le téléphone. Ce standard et inversement, qu'au téléphone, on ait bien le temps de répondre comme il se doit à notre visiteur potentiel ou visiteur. Le standard est opérationnel depuis Carnaval, puisqu'on a un fameux Carnaval en février sur le territoire. On l'a réactivé là, et puis effectivement, ça marche. Donc, ça nous convainc vraiment sur l'idée de bien scinder les deux et de passer le temps qu'il faut pour les gens qui viennent en office et pour les gens qui appellent. Donc, l'autre problématique, c'était comment faire aussi pour que l'information aille partout ailleurs, notamment chez les professionnels. On avait commencé à mettre en place un petit calendrier de formation des professionnels et des commerçants pour qu'ils deviennent des prescripteurs de notre territoire et des diffuseurs d'informations. Ça, je vais y revenir. Il y a eu un petit stop Covid quand même par rapport à, sans faire de mauvais jeu de mots, sur l'affaire. Mais donc, on avait bien commencé tout ça. Et l'équipe aussi s'était approprié ces nouvelles façons de faire et gestion du standard, gestion du planning, en prenant elle-même la main sur s'auto-gérer dans le planning d'accueil. Donc ça, c'est un petit peu les aménagements. Forcément, la crise sanitaire est intervenue. Et là, ça nous a plutôt... alors oui, ça nous a arrêté à un moment donné, mais très vite. Et comme vous tous, on a maintenu le standard téléphonique et l'accueil digital sur les réseaux sociaux, sur le site web. On a vu que ça fonctionnait bien parce qu'aussi notre outil standard téléphonique nous avait bien permis tout de suite de faire la bascule. On s'est doté de l'outil, on s'est doté des téléphones, donc on est déjà outillé pour que de chez soi, tout le monde pouvait, en rotation, on utilisait les plannings à distance, on modifiait les plannings, on modifiait les numéros de téléphone et tout ça a très très bien fonctionné. Donc petite expérience intéressante de comment les équipes s'approprient l'accueil et assurent une rotation en distance. Le Covid a été un frein, comme je le disais, à minima quand même par rapport à ce déploiement de stratégie, parce que forcément d'aller diffuser l'information chez les professionnels, d'aller les former, ça on a oublié très vite. C'était plus le moment d'aller les former à quoi que ce soit, on ne pouvait plus se rendre sur place chez eux. D'aller diffuser des brochures chez eux, quand nous-mêmes on se demandait s'il fallait, on pouvait encore distribuer les brochures. Clairement, on a mis le haut là aussi. Il y a certains professionnels qui m'ont dit qu'eux-mêmes ne distribueraient pas leurs propres brochures, mais qui digitalisaient leur information. Donc, clairement, ce n'était pas le moment de vouloir diffuser tous azimuts. Et puis, on avait des outils aussi de cartographie, de mobilité, d'information, de diffusion d'informations sur le territoire dans les tuyaux. J'ai été obligée de le mettre en suspens pour des raisons budgétaires, parce que clairement, l'Office de tourisme est grandement impacté par rapport à la perte de séjour et donc produit de taxe de séjour qui ne sera pas reversée. Donc forcément, il y a eu des arbitrages à faire. Et sur le hors les murs, aller à la rencontre des visiteurs là où il est. Il y avait des questions sanitaires de sécurité. Pour moi, ce n'était pas le moment de pousser le curseur cette année. Alors je sais que d'autres, au contraire, partent un peu dans cette optique. Mais moi, je me suis dit non, ce n'est pas le moment cette année d'aller peut-être mettre en marche une mécanique où on va exposer, où je vais exposer mon personnel, où je vais impliquer beaucoup de diffusion de brochures, beaucoup de rassemblements. Donc mince, ça ne se passe pas exactement comme je l'ai voulu. Mais à contrario, ben oui, c'était une chouette opportunité de se dire, allez, on ne va pas avoir les moyens cette année d'accueillir comme on fait d'habitude pour les différentes raisons que tout le monde connaît. Et en plus, parce que je ne vais budgétairement pas pouvoir avoir tous les saisonniers que j'ai l'habitude d'avoir. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité d'accélérer cette... fermeture de certains bureaux de mon territoire qui me semble effectivement pas pertinente par rapport au volume de fréquentation et de pouvoir démontrer qu'effectivement on peut accueillir bien et peut-être même encore mieux sans forcément venir dans un bureau touristique. Et là, je l'ai vraiment pris en opportunité
Et on s'est dit avec les équipes, par contre, en lecture rapide, de faire ça, parce qu'on peut le faire aujourd'hui, on est déjà outillé pour, on a déjà le standard, on a déjà les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si notre seule action, elle est de limiter la fermeture, l'ouverture des offices, le message qu'on envoie à nos professionnels et à nos administrateurs, notamment les élus, c'est que l'office de tourisme, finalement, va en faire moins et va un petit peu se cacher dans un moment où tout le monde a besoin de lui. Donc, l'enjeu était vraiment de montrer le contraire, qu'on voulait en faire plus et qu'on allait faire encore mieux. Et ça a embarqué l'équipe de se dire, ouais, on va démontrer ça et on va faire les efforts cette année pour faire un accueil encore plus long que d'habitude et coller peut-être aux attentes des visiteurs, parce que j'ai toujours en tête qu'effectivement, le moment de l'apéro, c'est un bon moment pour choisir ce qu'on va faire le lendemain. Donc, on va essayer d'ouvrir au moment de l'apéritif. Donc, 18h, 20h, il faut qu'on soit ouvert et il faut qu'on voit s'il y a une vraie demande de service à ce moment-là. Parce que c'est des discours qu'on tenait un peu sans avoir forcément de démonstration. Donc, l'équipe a dit, bah, bingo, ok, hein, pas forcément réjoui de travailler jusqu'à 20h, mais si ça peut nous aider à montrer qu'on peut accueillir autrement et qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être ouvert sans arrêt tous les jours dans tous les bureaux du territoire, bah, allons-y, on va faire l'effort cette année. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Du coup, on a décidé de mettre en place cette conciergerie digitale étendue. Donc, effectivement, on peut communiquer sur du non-stop 7 jours sur 7, de 10h à 20h, même si on la commence un petit peu avant, puisque l'accueil commence dès 9h30 dans les bureaux et qu'à ce moment-là, on prend quand même les appels entre 9h30 et 10h. Le standard, vraiment, ouvre à 10h. Et en plus de cette conciergerie, qui va donc être opérationnelle et permettre de répondre au téléphone de 10h à 18h en présentiel au bureau pour les équipes accueil, je laisse la possibilité au conseiller de partir chez lui le soir avec des outils dont je l'ai doté pour pouvoir assurer une sorte de permanence astreinte, parce que je ne suis pas convaincue non plus qu'ils vont être inondés d'appels téléphoniques ou de questions sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, ce n'était pas non plus de les démotiver dans l'expérimentation. Donc ceux qui le souhaiteront pourront partir avec un téléphone et d'autres resteront là. Ça va être libre choix pour vraiment que tout le monde s'approprie la démarche. Donc, il y a eu cette première initiative qui est plutôt bien perçue. On est content de pouvoir la tester. Et pour aller au bout de la réflexion, on s'est dit qu'on allait mettre en place un service drive, parce que les gens pourraient passer du temps au téléphone avec nos conseillers au téléphone ou en chat ou sur les réseaux sociaux. Si absolument il tenait à avoir in fine une brochure, on n'allait pas lui faire la queue une demi-heure ou plus pour venir chercher une brochure alors qu'il a déjà eu le conseil éclairé. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un système où il pouvait récupérer les brochures en priorité avec une sorte de système drive sur les portes d'entrée du territoire, un au nord, un au sud et un au siège. Donc tout ce dispositif nous permet un petit peu de faire passer la pilule d'une restriction d'ouverture de bureaux, avec du coup Granville qui est ouvert comme l'été dernier, avec une grande amplitude, et les 5 autres bureaux qui ne vont ouvrir que sur une amplitude de 9h30, non je me trompais, de 10h30 à midi et demi, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. C'est-à-dire une amplitude moindre, excuse-moi de te couper, qu'en temps normal sur une saison qui aurait été tout à fait classique. Okay. Complètement, quasiment, enfin plus de 50% moindre. La préconisation, clairement, elle était même de fermer il y a un mois et demi et de ne garder qu'un seul bureau. Par rapport au contexte électoral, c'était un petit peu compliqué, surtout que les bureaux dont on parle, ce sont des bureaux qui ont pignon sur rue, qui sont même au cœur de la place centrale des communes. Donc, un petit peu compliqué de justifier un rideau fermé. Mais l'idée, c'est pas communiquer dessus, c'est de rester ouvert pour ceux qui passeraient, mais plutôt communiquer à fond sur le distanciel pour montrer qu'on peut, parce que je suis convaincue que la prestation, elle va être meilleure au téléphone et en chat qu'en accueil physique, parce qu'en accueil physique, par la force des choses, on risque d'être expéditif par rapport aux queues qui vont se faire aux entrées des offices. Donc vraiment démontrer que ça marche et pouvoir avoir les billes ensuite pour accélérer notre processus de mutation qu'on avait donc commencé à mettre en place.
Donc pour moi, ce n'est pas une adaptation, c'est clairement une accélération. On va avoir besoin des chiffres pour que ça nous serve vraiment d'argument pour la suite. Mais voilà, les élus passés avaient déjà bien intégré tout ça. Les élus nouveaux, on commence à semer des grosses graines pour que ça germe. Et pour être honnête, j'avais une réunion hier pour leur présenter ce dispositif et j'étais plutôt contente de la bonne réception de ce dispositif. Je pense qu'on a bien fait d'y aller un petit peu par étapes et j'ai très très hâte d'avoir des bons chiffres pour pouvoir aller un cran plus loin. Okay. Pardon. Non, juste j'allais dire, on arrive quasiment au bout de cette petite, on va dire 15 minutes un peu rapides et on s'en excuse de présentation un peu de la stratégie du contexte. Et évidemment, je vois déjà des questions passer sur le chat et il y en aura certainement d'autres. On aura l'occasion de revenir sur tout ça en fin de séquence, ça, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas faire non plus de synthèse de l'intervention qui était très clair et je pense qu'on aborde déjà plein de points. Et voilà, donc je te laisse juste la parole si tu veux bien sur une petite minute de conclusion entre guillemets sur le point que tu souhaitais ajouter. Et encore une fois, on reviendra à l'échange et aux questions complémentaires en fin de web séminaire sans aucun souci. Ouais. La petite conclusion, mais même en 30 secondes, je vous la partage. J'adore, je ne fais que ça depuis une semaine. J'ai appris que le mot crise en chinois, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais crise en chinois, ça doit se dire weiqi. Je suis allée écouter ce matin sur Google, histoire d'avoir l'air un petit peu intelligente. Weiqi en chinois, ça se compose de deux symboles. Le premier symbole veut dire danger et le deuxième symbole veut dire opportunité. Du coup, je trouve ça vraiment classe par rapport à ce discours que j'ai et dans toutes les interventions pour légitimer justement ces actions et donner les billes, notamment aux élus, j'insiste beaucoup sur cette opportunité. Et voilà, encore une fois, je pense que ça synthétise toute ta présentation et je n'irai pas plus loin là-dessus. Et je retiens plein de petites questions technico-techniques et notamment en termes d'organisation RH, mais je les ai vues passer déjà sur le chat et donc on y reviendra, je pense, en fin de web séminaire. Un grand merci, Déborah, pour ce premier temps de parole. Merci beaucoup. Merci. On poursuit donc sur la question numéro 2, donc qui s'adresse à nos 3 témoins restants. Si nous considérons qu'en moyenne 3 litres de gel hydro seront consommés par jour par office, cette saison donc du 1er juillet au 31 août, combien de litres de gel vont être utilisés cet été par le réseau des offices de France ? Et Fabien R, je t'informe qu'on a un Fabien J très pointilleux sur les réponses. Il n'est pas tout à fait d'accord avec la réponse du premier toss. Du coup, sois vigilant pour la deuxième question. Je réglerai les litiges en aparté, peut-être après le SADI Inspi avec Fabien s'il le souhaite. J'ai oublié d'évoquer le nom de notre huissier, mais je l'ai oublié également. Du coup, Alain quelque chose, Alain Chabat, je crois. Julien, Fabien et Pascal, une idée du nombre de litres qui vont être 4500. 4500 pour Julien. Qui dit mieux? Alors, dans le Nord, nous, on n'utilisera pas de gel hydroalcoolique, mais du genièvre. Donc, j'ai aucune idée en gel hydro. Donc, combien de litres? 0 alors? Bon, allez, on va dire 2000. Ok, ça marche. Et Pascal, du coup? Je vais dire 1300. On est loin de tambour. On est loin du compte. Donc, 3 litres par office de tourisme par jour. Nous sommes quasiment à 270 000 litres. C'est vraiment des buses. Voilà. L'illustration est non contractuelle? Ah si. Donc, ouais, mais moi, je n'ai pas compté les saisonniers dedans. Bon, bien écoute, joué. Julien, qui est donc, ouais, tu es parti sur 4500, donc tu es le plus proche. Ouais, très loin, mais plus proche. 65 000 et des brouettes litres près de la bonne réponse. Et sur une question à base d'alcool, on s'y retrouve à peu près. On retrouve toujours les gens qui s'y connaissent, sans vouloir, bien sûr. Donc, Julien, je t'en prie, donc, même question hein, par rapport à cette période si particulière. En quoi ça a bousculé ta stratégie d'accueil donc, en Haut-Limousin? Ouais, merci et puis merci d'abord à Déborah pour ce qu'elle nous a dit, c'était super intéressant. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà vous donner un petit peu le pédigré du territoire où je travaille, puisque ça peut m'influencer quand même certaines décisions qui ont été prises. Après, je vous dirai aussi un petit peu dans quel contexte, comme un petit peu Déborah, c'est pourquoi on a agi de cette manière-là. Et puis, je vous présenterai assez concrètement les actions qui ont été mises en place et qui sont toujours en cours de mise en place.
Donc, bon, d'abord, le territoire en lui-même, c'est sur le nord de la Haute-Vienne, comme ça a été dit, c'est sur l'ex-périmètre du Limousin. On est sur un office de tourisme en statut épique intercommunautaire avec 46 communes, 30 000 habitants, avec une densité de population assez faible, donc 25 habitants au kilomètre carré. On a 25 000 touristiques, 4 200 marchands, et on a une dominante, nous, de chambres d'hôtes, de meublés et de camping. Mais camping, très très peu, mais il représente beaucoup de lits. Quelques restaurants, on est sur un secteur avec pas mal d'activités de pleine nature, du patrimoine bâti, etc. L'équipe, elle, c'est 8,1 ETP en 2019. Et puis, donc, on a 7 agents permanents pour 7 points d'accueil, 7 points d'information touristique qui étaient ouverts en été jusqu'à l'année dernière. Donc, vous imaginez un petit peu l'organisation et le nombre de flux qu'il y a dans chaque office. Et en termes de stratégie, depuis maintenant presque un peu plus d'un an où je suis arrivé, on était sur une logique qu'on appelle les 3 tiers. Un tiers du temps de travail sur l'accueil, un tiers du temps de travail sur la relation presta et un tiers du temps de travail sur la communication, la valorisation, la promotion. Nous, ce qui s'est passé pour tous, hein, le confinement et post-confinement, en fait, alors, déjà, on s'est pas mal informé aussi grâce aussi à des choses qui ont été animées par la MONA, et notamment la problématique de l'offre et de la demande. Donc, clairement, ça bouscule tout. L'offre, on ne sait pas du tout dans quelle direction on allait, et la demande encore plus. Comment les clients vont se comporter, qu'est-ce qui décidera de leur venue sur un petit secteur du Limousin qui n'est pas forcément connu par ailleurs, qui n'a pas forcément d'avantage concurrentiel plus que ça. Comment notre offre devra s'adapter aussi, laquelle sera maintenue, j'y reviendrai tout à l'heure, dans la question de l'offre maintenue, et surtout dans quelles conditions cette offre va pouvoir continuer à travailler. Bon, évidemment, tout le monde a pris les mesures sanitaires qu'il fallait dans les commerces, dans les mairies, dans les hébergements touristiques, mais on avait quand même toujours une visibilité faible, hein, par rapport à la demande touristique. Alors, premier élément chiffré que je peux vous communiquer, c'est que chez nous, à peu près 20-25% de l'offre ferme. Alors ferme de manière provisoire ou de manière définitive. Il y en a pour certains, c'était l'occasion, bah voilà, l'activité marchait peut-être pas si bien que ça jusqu'à présent. Nous, ce qu'on voit en fait, c'est que ce sont entre guillemets les vieux, les vieilles prestations qui, là, voilà, c'est le coup près final. Pour la question de la demande, on s'est posé la question, en fait, on s'est mis à la place d'un visiteur, on s'est dit, il faut qu'il connaisse son offre, qu'il connaisse l'offre du territoire, mais il faut surtout que cette information soit à jour, quoi. Il faut absolument que quand quelqu'un arrive, déjà, bon, il faut qu'il soit rassuré sur les aspects sanitaires, mais il faut qu'il soit rassuré sur ce qu'il va pouvoir faire, comment il va pouvoir le faire, où est-ce qu'il va pouvoir le faire et dans quelles conditions. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait une information fiable et sûre pour éviter toute déception, parce que ce serait très malvenu, et que les gens aient un séjour dans de bonnes conditions. Donc le petit défi, c'était être le leader de l'info locale et faire un peu la nique à Google parce que lui, en fait, son info, elle n'est pas à jour, et du moins nous, on est en capacité de pouvoir avoir l'information le plus à jour possible. L'autre conséquence, c'est évidemment qu'est-ce qui va se passer pour l'office de tourisme, en fait, comment on s'adapte et comment on réoriente nos actions. D'autant que notre mission d'accueil était une mission jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui représentait entre guillemets un tiers de notre temps de travail. Mais comment on fait en fait pour que cette mission d'accueil perdure et qu'on adapte nos services. Et puis aussi, on s'est mis à la place d'un visiteur. Est-ce qu'il aura envie de rentrer dans un office de tourisme, sachant qu'il sera déjà allé à la boulangerie et à la boucherie, et il n'aura peut-être pas envie de se retrouver encore dans un lieu où potentiellement il peut être contaminé. On s'est rendu compte, comme le disait justement Déborah, que le numérique a quand même vachement augmenté en termes d'usage avec le confinement et pour toutes les générations. Donc là, comme un peu Déborah, on a essayé de mettre en place des outils pour favoriser l'accueil numérique, mais ce ne sera pas le sens de mon intervention. Et puis aussi, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut absolument qu'on garantisse une information juste auprès des visiteurs. Donc, on a associé sous la forme d'une réunion, en visio comme tout le monde, nos élus, nos prestats qui font partie du comité de direction et l'équipe, et on s'est dit, il faut qu'on accueille différemment et qu'on informe le maximum de clients en séjour, tout en considérant que peut-être que leurs comportements vont changer. Et on s'est dit, d'abord, il faut qu'on collecte l'information. Donc, il faut vraiment qu'on place l'OT comme un collecteur et un fournisseur officiel d'infos. Et ensuite, le deuxième moyen, c'était la question de la diffusion. Donc, sur le volet numérique, on fait quelques trucs. Et notamment sur le volet numérique, on s'est dit, c'est une certitude qu'on a. On sait que les gens utilisent le numérique et continueront de l'utiliser. On a une autre certitude aussi, c'est que si les gens viennent en séjour chez nous, ils passeront forcément par un professionnel, ou du moins par un acteur du territoire, un producteur, un commerce ou un hébergeur.
Par contre, la dernière certitude qu'on n'a pas, c'est est-ce qu'ils vont rentrer vraiment dans l'office. Donc, on s'est dit, ben, la question des offices de tourisme et des points d'accueil, on va la mettre de côté pour l'instant et on va d'abord axer notre stratégie sur le numérique et sur les prestats. Donc, on a scindé du moins notre plan d'action suite à tout ça. On s'est dit, ben, il faut qu'on le scinde. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'on collecte l'information. On fait comme tout le monde, on envoie des mails, on demande des mises à jour d'informations avec des formulaires, on fait des relances téléphoniques. Par contre, on collecte vraiment des informations, entre guillemets, liées au Covid, c'est-à-dire tout ce qui est aspect sanitaire, nouveaux services proposés, services supprimés, etc. On leur envoyait également en même temps des informations sur les protocoles sanitaires qui pouvaient exister dans leur domaine d'activité, même s'ils n'ont rien d'officiel. Et puis par ailleurs, on leur propose aussi des rendez-vous chez eux ou à l'hôtel pour discuter justement de toute cette situation, mais aussi pour leur distribuer de la doc et aussi pour leur rappeler et surtout leur proposer des services qu'on a l'habitude de leur proposer et même voir des services nouveaux que je vous détaillerai après. Et pour cette mise à jour de l'information, on fait également une veille assez acharnée sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec le Covid, il y a énormément d'informations qui sont passées sur les réseaux sociaux avec Facebook, etc. Et les gens continuent d'avoir cette habitude-là. Donc, vu que des fois, on n'arrive pas à les avoir au téléphone ou par mail, on va directement prendre l'info chez eux. Donc, je vais passer après à la partie d'après, qui est la question de la diffusion de l'information. La première partie, c'était la collecte. Après, c'est la diffusion. Donc, on est déjà, on a déjà bien commencé notre question de collecte d'informations. On est toujours en cours, vous imaginez bien. On a commencé début juin. On est plutôt optimiste parce que ça marche plutôt bien. À savoir qu'aujourd'hui, sur à peu près 450-500 prestats, on a quand même 50% de retour au bout de 10 jours. Des retours avec notamment sur l'ensemble de nos retours qu'on a eus, c'est-à-dire à peu près 210, on a quand même 90% des gens qui veulent prendre contact avec nous, c'est-à-dire pour récupérer la doc ou pour qu'on vienne les voir. Et on a donc 66% de rendez-vous qui se feront à l'office de tourisme et 33% des rendez-vous qui se feront chez eux. Et donc, ce que je veux vous préciser, c'est que pour la question de la diffusion de l'information, on leur propose, dans le petit mail qu'on leur envoie, de leur fournir donc des infos sur les mesures sanitaires, des commandes de documentation touristique qu'ils viennent récupérer chez nous ou qu'on peut leur livrer, ce qui est en fait concrètement pour nous le vrai prétexte pour les voir, pour créer du lien. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'ils sont toujours liés à ça et liés à cette problématique de la documentation touristique qu'ils veulent proposer à leurs visiteurs en séjour, ou que ce soit les mairies aussi. On leur propose également des kits de documentation touristique personnalisés. Donc, en fait, ils font leur petit marché, puis après, on leur prépare leur commande. Bon, rien de sensationnel non plus. On leur transmet des affichettes avec des informations utiles sur l'office de tourisme, les contacts des personnes, les jours d'ouverture, le téléphone, leur envoie vers le site internet. On leur propose également un service de visio pour leurs clients. Donc, en fait, ils peuvent nous proposer, s'ils le souhaitent, de prendre rendez-vous pour leurs clients en avant séjour et pour qu'on fasse une visio directement avec eux. Ce qui évite notre prestataire hébergeur notamment de prendre le temps ou de ne pas savoir peut-être ce qu'il faut dire parce qu'il n'a pas toutes les infos en tête. Et puis, on a également la possibilité de leur proposer le chat sur le site internet ou sur Messenger. Lors des rendez-vous Presta ou des rendez-vous à l'hôtel, on distribue de la doc, on met à jour leurs informations, toujours cette problématique de la mise à jour. Et puis, quand on fait notamment des rendez-vous chez eux, on fait toujours, on redéploie nos services habituels en fait, hein. Donc des conseils en aménagement, des conseils pour la tarification de leur gîte, des diagnostics de qualification de leur offre. On promeut évidemment un outil qui est proposé par le département qui s'appelle Eloi pour la commercialisation. On propose des accompagnements sur les outils de communication. Donc, ça peut être soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement individuel en présentiel, pardon, soit un accompagnement à distance sous la forme de visio. On l'a fait là pendant le confinement. On a maintenu nos ateliers numériques, nous, qui étaient déjà prévus numériques ou sur d'autres sujets. Alors, on les a maintenus en visio avec eux directement et ça a plutôt bien fonctionné. On en a fait 5, 6 et il y avait 6 ou 7 personnes à chaque fois. Et puis, surtout, chose importante, c'est quand on fait ce rendez-vous chez eux, on produit du contenu pour eux, avec eux. Donc, on rédige des articles après que nous, on utilise sur nos réseaux sociaux ou sur nos sites web. On produit de la photo, on produit de la vidéo.
Et la petite nouveauté qu'on a fait pendant le confinement et qu'on est en train de déployer auprès d'eux maintenant, c'est la production de podcasts. Donc en fait, on fait carrément. Alors, podcast, c'est plutôt destiné à des activités de loisirs ou des producteurs, etc. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps sur les abeilles. Il y en a eu un dernièrement aussi sur un château, etc. Et toujours dans cette logique de créer du lien et de leur proposer des services qui permettent de favoriser justement la connaissance du territoire par les visiteurs, dans toujours cette logique d'accueil, et aussi pour toujours satisfaire nos prestats en local. Donc, comme je vous disais, sur le bilan, on a quand même un bilan pour l'instant qui est assez intéressant. Et on a d'autres services en fait, qui viennent derrière, puisque notamment il y a des demandes d'accompagnement nouveaux qui sont générées par nos prestats. Ensuite, le dernier point, mais j'ai fait volontairement, j'ai fait exprès de ne pas vous l'évoquer jusqu'à présent, c'est la question des offices de tourisme, des bureaux d'accueil du moins. Donc, comme je l'ai dit au départ, nous on était sur 7 bureaux d'information touristique. Là, on se projette sur l'ouverture de 3. Donc, il y en a un qui a ouvert en début de semaine et il y en a 2 autres qui ouvriront dans les prochaines semaines. On baisse de 70% notre temps d'accueil pour le mettre à profit, comme le disait Déborah, à juste titre, mettre à profit du lien avec les prestats sur d'autres actions qui sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus percutantes. On maintient quelques hors les murs aussi, notamment par l'intermédiaire de visites guidées qu'on peut proposer, et par l'intermédiaire de partenaires, et on est présent pour faire les encaissements et aussi pour présenter le territoire. Et alors, c'est pas encore concrétisé, mais en tout cas, on a la possibilité aussi de faire des accueils délocalisés chez nos voisins, notamment l'Office de Limoges, Noblat Saint-Léonard de Noblat, pardon, Ambazac et Saint-Julien. Et là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de capter la clientèle locale et avoir une vraie pertinence d'aller sur ces territoires-là. On est globalement sur un plan d'action qui ressemble à ça. Et pour nous, en tout cas, sur les nouveaux services qu'on projette face à cette situation qu'on vient de vivre, on se rend vraiment compte d'une chose, c'est qu'il faut qu'on mutualise de plus en plus nos actions d'accueil avec les territoires voisins, notamment sur le volet numérique, pourquoi pas sur un chat partagé, etc. Je sais que mes collègues de Limoges, de Noblat, de Saint-Julien, etc., ils ont déjà réfléchi avant moi. Il y a aussi une autre chose qu'on projette, c'est l'échange de savoir-faire entre prestataires. Il y a pas mal de prestataires qui ont des connaissances sur de la cuisine, sur du maraîchage, sur du jardinage, sur des langues étrangères. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de prestataires qui aimeraient justement partager leurs connaissances et pourquoi pas même animer des petits groupes sous la forme d'ateliers. Toujours dans cette logique de mieux connaître son territoire et donc de mieux accueillir nos visiteurs. On a aussi, on se rend compte de plus en plus de demandes sur de la visite de production locale. Je pense que l'effet confinement a eu son impact. De plus en plus, nous, de chambres d'hôtes ou de meublés ou d'hôtels, se recentrent beaucoup sur de la production locale, et chez nous, ça a plutôt bien marché. Comme beaucoup, on a notamment réalisé une carte interactive avec tous les lieux où on pouvait trouver des services alimentaires. Et puis, la dernière chose que l'on voit, toujours dans cette logique d'accompagnement des prestats et de valoriser nos prestataires dans une logique de qualité de l'accueil, c'est la production de vidéos qui présentent vraiment les structures et les services d'accueil qu'ils peuvent proposer. Merci Julien. En 1 minute, et après on enchaîne sur le troisième témoin. Si tu avais un conseil, on va dire prioritairement à donner aux offices de tourisme qui finalement ont peut-être un peu moins switché sur cette mission d'accompagnement des pros, pour réussir un peu ce virage, quel serait-il ce conseil? Sur 3 choses. Je pense qu'il faut d'abord connaître bien son offre, mais la connaître, c'est pas forcément aller la visiter nécessairement, c'est qu'au départ, il faut l'observer, donc avoir des éléments chiffrés. Le Déborah là en parlait tout à l'heure, connaître un petit peu ces chiffres, et on parle souvent de profilage de nos clientèles, mais surtout, je pense qu'il faut penser au profilage de nos acteurs locaux. On a vraiment différents types de prestats qui existent, et on les profile. Un camping n'agit pas de la même manière qu'une chambre d'hôte ou qu'un site de visite. Et en profilant nos prestats, on identifie des services à leur proposer selon leur catégorie. Je pense qu'il faut penser aussi aux équipes.
On ne peut pas faire un virage comme ça sans prendre en compte la formation des équipes, la définition de la stratégie ensemble, la réorganisation du travail aussi, et des déploiements du temps de travail, comment on l'organise avec des moyens financiers qui sont adéquats. Et puis, je pense que si, on l'a dit tout à l'heure avec les élus et les prestats, il faut les accompagner sur la nécessité de prendre conscience qu'aujourd'hui, Deborah le disait aussi, encore une fois, je la recite, mais tous nos visiteurs passent par les prestats, ils ne passent pas par l'OT. Il faut arrêter de se leurrer, il faut arrêter de se. Vous voyez, clairement, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on passe par nos prestats. Je sais que la Mona, vous en aviez parlé avant le confinement et ça se confirme maintenant après le confinement. Donc du terrain, comme tu disais Fabien, du terrain, pour qu'on diffuse à mort l'information via nos prestats. Merci Julien. On va passer donc au dernier TOS, cette fois-ci pour départager nos deux derniers témoins. Question numéro 3, le SADI signifie donc généralement schéma d'accueil et de diffusion d'informations, un terme ô combien mondialement connu dans nos institutions. Mais ça désigne aussi 4 autres choses, mais parmi les 4 qui vous sont proposées, il y en a une seule qui est fausse. Et donc, je demanderai à Fabien et à Pascal de me donner leur réponse. Est-ce que le Sadi est le nom d'un youtubeur connu dans le milieu des cartes? Est-ce que Sadi est un musicien de jazz belge un peu plus connu que Jean-Michel à peu près en France? Est-ce que Sadi désigne une opération chirurgicale de l'obésité permettant de réduire la taille de l'estomac, mais sans pour autant se priver bien évidemment des nombreuses spécialités locales, notamment la gougère, le potchevlech. Je pense qu'au niveau de la prononciation, là, j'étais top. Pas mal du tout. Andouille gigot d'agneau. Voilà. Ou est-ce que ça désigne donc une marque de champagne qui transmet depuis 5 générations et qui, d'après les dires de certains spécialistes, serait quand même un peu cher pour ce qu'il est. Et on est évidemment sur une question de rapidité, du coup, ça se joue au buzzer. Exactement. Le premier ou la première. Au pifomètre, je vais dire le musicien belge. Ce que tu dis, c'est ce qui est faux. J'ai pas suivi. Il y a un 4 qui est fausse. Il y a un seul truc qui est faux, hein, d'accord. Ok. Moi, je dirais que c'est l'opération chirurgicale. Ok, donc dans ces cas-là, quand personne n'a la bonne réponse, on fait comment? Eh bien, par galanterie, on peut laisser Pascal continuer. C'est parti. Merci Fabien pour cette transmission de témoins. Donc Pascal, pour toi, comment ça se passe, surtout avec cette notion de portefeuille client que tu as instauré en interne pour booster ton SADI. Voilà, comment ça se passe chez toi, donc en région Bourgogne-Franche-Comté? Et juste Fabien, je m'excuse, mais il nous faut la réponse parce que là, sur le chat, ça frétille. Oui, je pensais que c'était limpide en fait, mais excusez-moi. Donc c'est le YouTuber effectivement qui n'est pas, qui est du fake intégral et donc qui se faisait passer sans doute pour quelqu'un de spécialisé sur tout ce qui est carte plan lias et autres cartes touristiques. Voilà, donc c'est le YouTuber, c'est la première réponse qui était la fausse. C'était important de le dire. Pascal, à ton tour. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette logique de portefeuille client, c'est le bout d'un cheminement qui est lié au SADI. Alors le vrai, hein, le seul, l'unique, qu'on a eu l'occasion de mener il y a quelques années, d'ailleurs avec l'appui de Jean-Baptiste Souvenier de la Mona, que je salue. Jean-Baptiste, si tu nous écoutes, tu es toujours cher à nos cœurs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a eu cette démarche parce qu'effectivement, comme l'ont dit les collègues avant, pour nous c'est évident que le centre de gravité il se déplaçait de plus en plus vers les pros. Alors quand je dis pro, c'est très large parce qu'effectivement, en fonction du territoire, tes acteurs prioritaires, ça va être éventuellement tes commerçants, ou ça va être tes hébergeurs touristiques, ou l'ensemble des prestataires touristiques. Enfin, il faut être clair par rapport à ça, mais en tout cas, c'est vers eux que le centre de gravité se déplace, parce que l'idée, c'est de pouvoir, avec eux, tous ensemble, être co-responsables de la manière dont on va chercher à améliorer la qualité de l'accueil des touristes dans la destination. Donc c'est ça
C'est ça qui a été notre conviction. Le travail qu'on a fait en équipe et aussi avec nos pros, nos prestats, avec nos élus, ça a été de se reposer la question des enjeux sur le territoire, des attentes des clientèles, d'être dans une logique client, parcours client, ça a l'air d'aller de soi, mais parfois on l'oublie un petit peu, et de se redemander effectivement quelles étaient nos priorités et comment il fallait le gérer. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Déborah, on est dans la logique de alors un client sur 10 peut-être, ou encore moins rentre dans l'office. Ça se passe ailleurs de plus en plus. Donc parce qu'on va tous ensemble avec les pros être co-responsables de la manière dont on améliore l'accueil, on va pouvoir du coup continuer à répondre aux attentes de conseil de nos visiteurs, mais autrement, différemment. Donc c'est vraiment ça qui est devenu notre conviction, et on a été à partir de ce moment-là, on a été dans l'idée de travailler autrement avec nos pros et de pouvoir co-construire avec eux. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre des habitudes, de réfléchir avec eux, mettre en place des actions avec eux, poser avec eux les questions de nos priorités, oser faire des choix, oser aussi pas tout faire, oser y aller au fur et à mesure, et du coup à chaque fois dire avec eux l'année prochaine c'est quoi nos projets prioritaires, définir avec eux dans le cadre de petits ateliers, de petites réunions avec des formules un peu sympas, un peu adaptées, identifier un petit peu la logique de cahier des charges de nos priorités, et puis ensuite mettre en place des groupes de travail transversaux dans l'équipe, avec à nouveau quelques pros qui font partie du groupe de travail, qui testent le projet avec nous et qui nous garantissent qu'on n'est pas à côté de la plaque et que le projet qu'on travaille tous ensemble, c'est vraiment quelque chose qui correspond aux attentes des pros. Donc on est dans cette logique-là, on continue à être dans cette logique-là, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait peut-être aller encore un peu plus loin. Alors, il y a tout un tas de choses auxquelles on a pu penser. Julien, on a parlé longuement, donc bien sûr, je ne vais pas être redondante par rapport à lui, mais toutes ces choses qu'on a pu mettre en place, on s'est dit qu'à un moment donné, pour aller encore plus loin, il fallait carrément être dans une logique telle que le ferait tel banquier, tel commerce. C'est-à-dire que si on veut pouvoir voir nos prestats plus qu'une fois par an lors d'une réunion grand-messe, ou lorsqu'ils viennent chercher leur documentation, ou lorsqu'on est en train de travailler avec eux sur un projet, il faut vraiment fidéliser et personnaliser la relation qu'on a avec eux. D'où cette idée de dire, mais soyons dans une logique de portefeuille client. Imaginons que les personnes de l'équipe ont chacune à gérer 10, 15, 20 prestats dont elles sont le correspondant privilégié, l'interlocuteur privilégié au niveau de l'office de tourisme. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on avait. Alors je vois en même temps le chat, le comportement du banquier n'est pas un bon exemple. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. En tout cas, c'est vraiment cette idée d'avoir un portefeuille de gens qui nous ont identifiés et dont on va s'occuper de manière privilégiée, de manière très très proche. Donc c'est comme ça qu'on a imaginé les choses. Et derrière cette logique-là, il fallait pouvoir identifier un certain nombre de services que le collègue à l'office de tourisme allait directement rendre aux prestataires, et puis les points sur lesquels peut-être qu'il n'est pas le bon interlocuteur, mais il sait comment renvoyer vers le bon interlocuteur et du coup garantir comme ça la proximité, la réponse adéquate, rapide, adaptée et privilégiée. Donc c'est cette idée-là qu'on a eue, et c'est vrai que on avait imaginé mettre en place une formation action avec les personnes de l'équipe concernées. On est 21 permanents à l'office de tourisme, on ajoute à ça 7 saisonniers chaque année. Sur les 21 permanents, on a identifié une dizaine de collègues qui, dans un premier temps, pouvaient lancer cette opération, pouvaient commencer à tester ce projet de portefeuille client. Mais il fallait pouvoir vérifier que notre organisation allait permettre de mettre ça en place sans qu'il y ait de la casse. On est dans 8 endroits différents, l'office de tourisme de Beaune et Pays Beaunois. C'est Beaune, la côte de Beaune. On est à cheval sur deux départements. C'est 7 bureaux d'information touristique et un siège. Comme on est sur 8 endroits différents, on a traditionnellement une organisation qui est assez pyramidale, parce qu'on en a besoin pour pouvoir s'assurer que l'information circule, que la logistique est bien organisée, etc. Mais pour mettre en place un système de portefeuille client avec beaucoup plus d'autonomie au niveau des équipes, une capacité à être très réactif, à s'adapter en permanence,
il faut beaucoup de transversalité. Il faut pouvoir travailler tous ensemble, avoir de l'autonomie et aussi entre pôles. Et il faut pouvoir concilier les missions prioritaires, traditionnelles, les compétences spécifiques que vont avoir les collègues, avec le fait qu'à un moment donné, en tant que gestionnaire d'un portefeuille client, ils ont aussi du temps à passer, etc. Donc tout ça était suffisamment complexe et un enjeu pour nous, pour qu'on puisse du coup se dire, mettons en place une formation action au sein de l'équipe avec l'accompagnement d'un coach pour regarder à la fois comment on peut se former sur cet accompagnement-là, sur la gestion de projet, l'accompagnement, etc. Et comment on doit aussi faire évoluer notre organisation pour être capable de gagner cette transversalité sans que ce soit au détriment de, on va dire, du fonctionnement classique qu'on peut avoir. Et là, le Covid-19 est arrivé. On n'a pas pu mettre en place notre formation comme on l'aurait voulu parce que c'était au moment où on était tous en télétravail, on n'avait pas la possibilité de se réunir. Et en même temps, les pros avaient besoin de nous. Il fallait tout de suite répondre à leurs attentes. Et on avait notamment besoin, comme Julien d'ailleurs en a parlé, il l'a fait chez lui, et je pense que beaucoup d'autres collègues l'ont fait aussi, il nous fallait tout de suite passer plein de coups de fil à nos partenaires, les accompagner sur comment mettre en place les mesures d'aide auxquelles ils peuvent avoir droit, comment gérer leur trésorerie, comment mettre en place les protocoles sanitaires, comment réfléchir à la réouverture, à quelles conditions, comment peut-être réfléchir aussi à une évolution de leurs produits. Donc, on avait besoin très vite d'avoir ces contacts avec eux, de leur demander, leur poser ces questions, de les accompagner, de leur apporter des conseils et aussi de les amener à ensemble interagir et savoir ce que Pierre faisait parce que Paul pouvait en avoir l'utilité. L'exemple un peu classique de l'hôtelier qui va rester ouvert mais qui ne peut pas s'adresser à un restaurant parce qu'ils étaient fermés, qui va être intéressé à l'idée de connaître le restaurateur du coin qui éventuellement propose un drive pour le proposer à ses clients, etc. Donc cette mise en relation restait importante. Il fallait être réactif. On a du coup anticipé cette logique de portefeuille et l'équipe s'est répartie ce travail d'appel, cette démarche de personnalisation et finalement cette chose on a un peu essuyé les plâtres et l'idée c'est de pouvoir continuer ça et de pouvoir dans un deuxième temps finalement mettre en place notre formation mais en ayant déjà anticipé et en ayant peut-être déjà un petit peu testé les choses que finalement il va falloir améliorer. Donc là aussi, comme dans plein d'autres cas, cette crise qu'on a tous vécue nous a obligés et en même temps nous a donné l'opportunité de se lancer à l'eau peut-être encore plus rapidement parce que de toute façon, c'était nécessaire et que nos pros étaient en attente par rapport à ça. Merci Pascal. Je vois la montre. Ce que je te propose Pascal aussi, puis comme pour les autres témoins, c'est qu'on va directement enchaîner sur le retour aussi de Fabien pour pouvoir laisser aussi un petit peu la place aux questions du chat et se laisser aussi un petit peu réagir les 4 témoins. Fabien, le micro. Ouais. Merci Fabien. Fabien reprend la main et je vais donner la parole à Fabien. Donc comme ça, on est tous au clair. Voilà, Fabien, pas de surprise. En plus, je connais relativement bien ton exemple. Je sais que chez vous, vous avez une approche hyper pragmatique, quasiment, je vais dire, au jour le jour, en traversant la crise Covid. Et des choses que tu avais déjà dans les tuyaux qui se sont vraiment accélérées, qui ont été inventées de toutes pièces. Du coup, voilà, je voudrais orienter un peu ta prise de parole. Alors, à la fois sur la présentation de ce contexte et de ce qu'est l'accueil sur ton territoire, ce que c'était hier, ce que c'est aujourd'hui, ce que ce sera demain, et aussi orienter mes questions sur l'organisation en interne, la co-construction que tu as pu avoir avec tes équipes, qui moi m'ont vraiment interpellé. Ils et elles ont été vraiment intégrés à ce processus de transformation de l'accueil en mode un peu urgence. Et voilà, si tu veux bien nous présenter un peu tout ça sur les 10 minutes du coup. Bien sûr, merci. Juste pour... Il n'y a pas de TOS là? Quand tu es tout seul, en fait, il n'y a pas de TOS, non. Ah d'accord, ok, je n'avais pas compris. Bonjour à tous, donc effectivement, destination Cœur de Flandre, donc on est dans les Hauts-de-France, tout en haut du haut du Nord, frontalier avec la Belgique. Destination Cœur de Flandre, c'est 50 communes, c'est à peu près 500 prestataires touristiques, c'est 4 bureaux d'information qui sont ouverts alors différemment puisque voilà, on a enclenché une démarche SADI en 2017, un
post-fusion loi NOTRe. Et on est parti vraiment là au contact du client, voir vraiment ce que les gens qui venaient chez nous voulaient, la manière dont ils consommaient le territoire, la manière dont ils allaient chercher cette information et justement est-ce qu'on était pertinent ou pas dans notre diffusion. Ça nous a permis de nous remettre en question, ça nous a permis aussi d'adapter certaines plages horaires de BIT, on en parle depuis tout à l'heure, de changer certains modèles, de mettre en place aussi d'autres choses. On a un BIT, alors c'est une chose qui est peut-être assez développé chez vous, mais qui est rare dans les Hauts-de-France. On a un BIT qui est entièrement animé par des bénévoles aujourd'hui, 3 autres qui sont animés par du personnel de l'office. On a 2 relais d'information touristique où on va là, c'est directement des prestataires de la destination qui font la diffusion de l'information, qui sont identifiés comme étant de véritables relais avec quasiment les mêmes compétences puisqu'on les a formés qu'un bureau d'information touristique. C'est juste que vous allez rentrer dans un musée à la place d'un bureau. Ça nous a évité d'ouvrir un lieu supplémentaire alors qu'il y avait un besoin sur le territoire, par exemple. On continue à travailler tout ça. On a des projets dans les tuyaux et puis arrive ce 17 mars et cette fermeture, ce confinement. Et là, l'idée, c'est de se dire, effectivement, en équipe, comment on change nos métiers, comment nos métiers vont être impactés et la manière dont, collectivement, en équipe, on va réussir à se sortir de ça. Tout à l'heure, au tout début de l'intervention, Fabien, tu disais, est-ce que grâce au Covid, il y a des choses? Oui, on peut dire que grâce au Covid, il y a des choses qui sont sorties, hein, ce n'est pas qu'à cause d'eux, mais aussi grâce à ça, on est allé plus vite sur un certain nombre de projets. On avait effectivement comme projet de se dire, le Messenger du Facebook, pourquoi c'est que le service com qui le gère et pas les conseillers en séjour? On avait comme projet de se dire, pourquoi on ne mettrait pas en ligne un chat effectivement en direct qui permettrait non pas avec une intelligence artificielle d'avoir des réponses toutes faites, mais avec des vrais conseillers en séjour qui sont derrière de donner de l'information et du conseil avisé. On parlait de se dire pourquoi pas développer une véritable boîte à outils pour nos prestataires, on tâtonnait un peu. On se disait également pourquoi pas mettre en place des cartes interactives. Et en fait, tous ces différents projets, on les a développés en moins de 2 mois avec une équipe. Alors bien sûr, c'est moi qui ai la chance de vous parler aujourd'hui, mais derrière, il y a 14 personnes. Avec la chance de pouvoir bosser de manière ultra rapide, de manière vraiment opérationnelle, très pragmatique. Tu l'as dit, c'est quelque chose moi, qui me tient à cœur. C'est de ne pas rentrer dans des usines à gaz, mais de trouver comment très rapidement on peut transformer l'essai. Et donc, voilà, la boîte à outils, elle est en ligne, elle fonctionne. Aujourd'hui, on a une 60aine de connexions. Alors, bien sûr, le contexte fait que les prestataires veulent avoir un endroit où, effectivement, ils vont trouver l'ensemble de ces informations, comment réouvrir, quelles règles sanitaires, qu'est-ce que je peux avoir comme aide, quel type de dossier, etc. On a tout centralisé à un seul endroit. Mais derrière, ça veut dire avoir une veille extrêmement large pour trouver l'ensemble de ces informations. Et la diffuser également. J'entendais tout à l'heure Pascal qui nous parlait de ses portefeuilles clients. Voilà, c'est exactement de la même manière. On a découpé les différents types de prestataires par personnes au sein de l'équipe pour justement avoir une meilleure approche et tout de suite aller chercher les bonnes informations et diffuser les bonnes informations chez les prestats. Les cartes interactives, j'y reviens pas. On en a également parlé avec Julien. Le chat en ligne, je pense que c'est quelque chose que peut-être certains ont déjà testé. Là, c'est pareil. L'idée, c'est de se dire nos BIT sont fermés. Comment on continue à converser avec le visiteur? L'outil a été mis en place et les retours que je peux vous donner, c'est que jusqu'au 11 mai, ça marchait bien, ça marchait même pas mal. On avait des bonnes sessions. Entre le 11 mai et le 2 juin, ça a continué à grimper, notamment les veilles de week-end, quand on était dans ces fameux 100 km et qu'on voulait savoir ce qu'on pouvait faire pas loin de chez soi, parce que souvent, on connaît moins bien ce qu'on a tout près de chez soi que quand on part en vacances à l'autre bout de la France. Et donc, on montait sur du 15-20 sessions par jour, sachant qu'une session dure entre 10 et 12 minutes. Voilà les stats aujourd'hui que je peux vous donner. Depuis le 2 juin, ça baisse, hein, je ne vous le cache pas, hein, on redescend sur des niveaux
qui sont entre 5 et 8 chats par jour, mais sur des durées qui sont similaires. Voilà, on est entre 10 et 12 minutes de chat. C'est un outil qu'on a mis en place qui est gratuit, qui s'appelle Talk.to, qui est gratuit, qui est en ligne, que vous pouvez rajouter en codant un petit peu votre CMS et directement vous avez ça. Et on a mis ça en place très clairement avec un planning, avec l'équipe accueil qui est derrière ce chat. Alors aujourd'hui, on a mis des horaires. Peut-être que demain, ils vont évoluer un peu plus tard ou un peu plus tôt selon le type de clientèle qu'on veut trouver. Mais en tout cas, voilà, on tâtonne encore et l'idée, c'est de se dire, toujours pareil, est-ce qu'on va réouvrir, on va pouvoir réouvrir tous les BIT tout de suite, directement ou pas? En tout cas, si c'est le côté ou pas, on a toute cette présence numérique qui est déjà en ligne et qui est déjà en place et qui nous permet aussi bien de continuer à travailler et de diffuser l'information nécessaire pour les prestataires que de continuer à diffuser l'information qui est nécessaire auprès des visiteurs. Ok, merci Fabien. Alors, tu as été encore plus efficace que ce qui était attendu, mais ça, c'est ton côté flamand que je connais par cœur. Du coup, je me permets de poser une petite question complémentaire, très technico-technique. Ce chat, aujourd'hui, il est animé par l'équipe classique conseil en séjour ou elle est animée par l'ensemble de l'équipe à des moments différents? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, le chat, dont on entend parler depuis très longtemps, avec souvent des questions RH qui se posent. Hein. On n'ose pas y aller parce que ça pose trop de questions RH sur les horaires, sur l'organisation, sur le métier des uns et des autres. Voilà, très techniquement et concrètement, quelle organisation derrière aujourd'hui et peut-être demain si elle évolue? Aujourd'hui, ce sont juste l'équipe accueil. Donc, il y a 5 personnes, hein, c'est 4,5 ETP qui se relayent pour animer le chat. Après, l'idée, c'est aussi de le laisser bien sûr ouvert. On a un de nos BIT qui est réouvert depuis mardi, mais c'est de laisser le chat en ligne, bien sûr, comme étant un véritable outil voilà, de conseil. Et aujourd'hui, c'est uniquement l'équipe accueil. Ensuite, on a une partie de l'équipe qui est vraiment dirigée sur les prestataires et la manière dont on diffuse l'info avec les prestataires, que ce soit par téléphone, par outil numérique et bien sûr très prochainement sur le terrain avec le retour des tournées. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est que l'équipe accueil. Ok, et je repose une même question, et c'est encore une fois ton côté flamand qui, pour le coup, a rendu moins intelligible la chose. Re-épelle, s'il te plaît, le nom du chat, le nom de la solution technique. Les collègues de Ribeauvillé, Rigvir utilisent le même, donc c'est Talk.to. Ok, parfait. Et on reste sur la même question technique qui est juste au-dessus. Ça remplace des BIT qui n'ont pas réouvert chez toi et qui ne vont pas réouvrir a priori pendant la saison, voire plus loin. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Alors aujourd'hui, bien malin qui dira comment ça va se passer dans les semaines ou les mois qui viennent, hein, puisqu'il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, et notamment un second tour d'élection municipale et donc aussi également un contexte de nouvelle gouvernance, bien sûr, qui arrivera courant de l'été. Mais en tout cas, c'est l'une des réflexions qu'on peut porter, c'est quelle diffusion de l'information physique par rapport à de la diffusion numérique, comment vont se comporter les clients. Les visiteurs, effectivement, on a tous les mêmes préoccupations. Est-ce que les gens vont revenir dans les BIT après avoir été potentiellement dans une boucherie, dans une boulangerie, dans un restaurant, etc. Est-ce qu'ils vont continuer à franchir comme ça d'autres portes? Donc, c'est des questions qui peuvent se poser légitimement. On est en train de voir pour ouvrir un second BIT courant de ce mois de juin. On verra pour la suite selon les moyens humains et la nécessité dont nous avons besoin. Ok, merci Fabien, parfait. Eh bien Fabien, je te redonne la main pour passer aux questions-réponses. Eh bien, moi-même, je vais redonner la main donc à Elisabeth et à Kyrian qui avaient en charge justement de compiler un petit peu toutes les questions posées du chat et donc pour les adresser donc aux 4 témoins. Oui, merci. Je vais peut-être commencer avec Déborah. Il y avait une question par rapport à l'observatoire. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, je pense que oui. C'est parfait. Bah, parfait. La question par rapport à l'observatoire, c'était de savoir quels outils tu as utilisés pour calculer la fréquentation totale de la destination. Ouais, c'est une bonne question. Ce n'est pas forcément aussi fin, c'est une estimation. Je suis sur Fluvision. Et j'ai donc un nombre de journées visiteurs et de nuitées, et j'ai un nombre moyen de durée de séjour, donc j'arrive à une estimation du volume de visiteurs, et j'ai effectivement les visiteurs qui passent les portes un peu plus finement par rapport au travail des collègues et aussi par rapport à des compteurs. Donc ça reste une estimation, mais c'est Fluvision qui me permet d'avoir les informations.
En tout cas, je retiens que c'est une question fondamentale. Dans vos 4 témoignages, on a parlé chiffres et on a parlé de choses très factuelles, des stratégies basées sur des faits et des choses que vous pouvez justement démontrer. Donc, c'est vrai que la question de l'observation, elle revient à chaque fois. Et l'exemple est hyper intéressant sur Granville. Après, j'enchaîne un peu. Il y avait des questions par rapport au RH, savoir comment tu t'es arrangé sur la gestion des nouvelles amplitudes horaires, notamment dans le cadre de la convention collective. Et j'enchaîne aussi parce qu'il y a une autre question qui était liée à ça. Est-ce que l'équipe a facilement accepté cette nouvelle organisation des horaires, justement? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je veux bien comprendre que c'était très, très rapide. Pour moi, ça a été effectivement quelque chose que j'ai défendu si j'étais portée par l'équipe et si effectivement tout le monde était bien à l'aise. Et dès le début, on a été clair sur le sujet. C'était aussi une opportunité. Alors, ils n'étaient pas ravis l'idée d'aller jusqu'à 20 heures, pour être honnête. Maintenant, comme je le disais, si on voulait réussir à réduire les ouvertures physiques, qui est un vrai enjeu, un vrai challenge dans notre stratégie globale, mais on n'arrive pas à faire passer le message. Donc là, on s'est dit, si on veut vraiment réduire les amplitudes physiques, qu'ils acceptent cela, et pour après démontrer que ça marche, il faut qu'on arrive à montrer et faire un petit effort. Et cet effort, on devrait en récupérer le bénéfice ensuite. Donc c'était surtout ne pas montrer auprès des professionnels et des élus que l'Office du tourisme réduisait pour réduire, mais qui se donnait les moyens d'accueillir encore mieux. Donc ça veut dire qu'on est encore mieux dans notre rôle de conseiller en séjour et que ça ne pénalise pas et qu'on est solidaire des professionnels. Voilà, on ne se cache pas derrière nos murs et on ne ferme pas juste, voilà, c'est fini. Donc ce côté, on assume le truc. L'équipe avait vraiment en tête de pouvoir le dire. Et puis ensuite, on est en mode labo. Donc, pour faire passer les 20 heures, c'était aussi la possibilité d'être chez soi si effectivement il y a peu de coups de fil et peu de demandes sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui le souhaiteront pourraient être chez eux. Donc, c'est aussi une sorte de donnant-donnant. Ceux qui le voudront resteront au bureau. Donc, j'ai deux téléphones portables qui seront en rotation dans les équipes. Les plannings ont été gérés par les équipes qui se sont assurées de la rotation. Je n'ai pas imposé et je n'ai pas dit c'est toi qui feras ça, 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 ça. C'est les équipes qui ont pris du temps à travailler sur ces scénarios et je les en remercie parce qu'elles ont vraiment passé du temps à faire et à refaire les plannings pour que ça marche et qu'on puisse démontrer que ça marche. Donc il y a eu un engagement effectivement aussi de l'équipe sur ce travail. Après, pour les aspects légaux, effectivement, aujourd'hui, je suis dans le volume horaire et on a trouvé une mécanique où ils sont juste sur un décalage d'horaire. Ceux qui travailleront qui seront en permanence en conciergerie commenceront plus tard le matin. Je me suis interrogée, est-ce que c'est un mode astreinte, est-ce que c'est un mode télétravail ou est-ce que c'est juste finalement un glissement des horaires et qui ne nécessite même pas de modification de contrat de travail puisqu'on est dans un cadre horaire qui est encore faisable. J'ai interrogé la directe, on échange encore sur le sujet. Vraisemblablement, c'est ni de l'astreinte ni du télétravail. Moi, je pensais que le télétravail était vraiment l'opportunité, justement, et on venait de l'expérimenter. Donc, voilà, ça me semble être la meilleure solution. Mais finalement, c'est juste peut-être une modification de planning. Donc, à voir avec eux. Et c'est en ça que le fait qu'ils soient maîtres du planning est aussi intéressant pour l'appropriation. Donc, d'un point de vue juridique, a priori, je n'ai pas de blocage. Je les ai associés. Les délégués ont été associés. J'ai vu passer aussi une question sur les CSE pour des raisons propres à nous-mêmes. Je n'ai pas de CSE. La procédure est enclenchée. Le confinement est arrivé. Donc, voilà, ça ne va pas être tout de suite. Mais effectivement, tout le monde était bien dans la boucle. Tous les conseillers en séjour, en tout cas, étaient dans la boucle, mais même plus, puisque les community managers aussi ont décidé de prendre le relais en dehors des heures de conciergerie, voilà, de garder un œil dessus quand même. Mais ça, j'allais dire, c'est de la cerise sur le gâteau et je les en remercie aussi. Ok, merci. Je vois également qu'il y avait une question sur le fait de savoir si tu avais recruté ou organisé différemment le travail, oui, mais est-ce qu'il y a eu un recrutement spécifique par rapport à ça? Non, c'est vraiment, alors c'est pas tout à fait à volume égal de ressources, puisque comme je disais aussi, on va avoir quand même quelques saisonniers, mais on avait fait le travail aussi sans saisonniers, parce que moi, ma préconisation, elle était réellement de fermer les DIT
en dehors de Granville, de ne garder que Granville. Et comme ça, on pouvait travailler à volume équivalent de nos permanents. Et avec nos permanents, ça fonctionnait, cette conciergerie. Donc, j'avais fait vraiment ce travail-là. Maintenant, les choix politiques aussi ont été d'ouvrir un minima par rapport à ces histoires de portes de vitrines fermées et d'assumer du coup le recrutement des 5 saisonniers qui nous permettent de le faire quelque part. Mais à volume sans saisonnier, le dispositif conciergerie pouvait fonctionner. D'accord. Et j'ai vu une dernière question, du coup, pour savoir si tous les salariés ont repris, qu'en est-il des mesures de distanciation et du respect des règles d'hygiène, enfin des règles sanitaires. Il suffit d'avoir un très très grand office de tourisme, tout va bien. Ouais, effectivement, tous les bureaux ont réouvert presque parce que j'en ai qui sont en travaux. Je parlais d'aménagement tout à l'heure, j'en ai encore un qui est en travaux. Ce sera difficile de faire le nécessaire parce qu'on était volontairement dans un aménagement qui était très ouvert, très convivial, sans comptoir, sans distance et une très très forte proximité. Donc ça, je verrai s'il est livré en temps et en heure, comment je gère ça. Mais effectivement, tout est mis en place aujourd'hui pour la distanciation, ce qui effectivement pose problème par rapport à notre propre éthique d'accueil. Mais oui, tout le monde a repris et on arrive à mettre les gestes. C'est pour ça que moi aujourd'hui, je veux vraiment et je communique vraiment sur on vous accueillera encore mieux à distance qu'en physique. On passera plus de temps avec vous à distance qu'en physique. Donc j'espère qu'ils vont utiliser le à distance et qu'on n'aura pas à les expédier en office de tourisme. Ok, bon, c'est parfait. Merci pour ces retours-là. Je vais peut-être donner la parole à Elisabeth pour les questions pour éventuellement Julien ou Pascal. Alors Elisabeth ne nous entendait pas très bien tout à l'heure. D'accord, sinon je vais prendre le relais si jamais il y a un souci de son. Elisabeth une fois. Elisabeth deux fois. Je vais en profiter pour rebondir à ce moment-là. Julien, tu parlais de la question de la mutualisation. Je pense que par les temps qui courent et quand on voit déjà ce à quoi va ressembler l'exercice 2020, on peut imaginer que pour 2021, les offices de tourisme, évidemment par ricochet, vont avoir des coupes franches dans les subventions. Julien, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus et puis peut-être aussi Fabien, Déborah, Pascal, comment vous voyez cette question de mutualisation, peut-être avec les voisins offices de tourisme en matière d'accueil et de diffusion d'informations. Moi, en fait, j'ai été associé gentiment par mes collègues voisins là, qui font partie d'un projet qui s'appelle le projet Note, qui est un projet du moins, c'est une initiative qui est portée par la région Nouvelle-Aquitaine et qui favorise à ce que les territoires se mettent ensemble pour avoir une vraie logique de destination. Et en fait, pour la question de l'accueil, il s'est avéré que bon, tout ce qui est lié à l'accueil numérique, ça peut se mutualiser. Après, il faut qu'on génère des connaissances entre chaque territoire respectif. On se rend compte aussi qu'on peut mutualiser potentiellement les accueils physiques, mais toujours cette problématique de connaissance du territoire. Et puis on se rend compte aussi, il y a une chose qui est hyper intéressante, je pense, sur le fond, c'est qu'on peut aussi mutualiser l'accompagnement des prestats entre nos territoires divers et variés. Et bon, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait en ce qui nous concerne, parce que, comme disaient les collègues, il y a peut-être aussi des enjeux politiques que moi je ne maîtrise pas, mais que je n'ai pas du tout envie de regarder pour le coup. Pour être dans une logique assez pratique, on voit bien que il faut qu'on réussisse à mutualiser l'accueil, l'accompagnement de prestat, voir la communication. Alors la communication, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est un peu la concurrence entre territoires des fois, donc ce serait bien qu'on y arrive en tout cas. Et en ce qui concerne ce secteur ici, il semblerait que le périmètre géotouristique pertinent soit peut-être le département. Mais ça, là, je viens de dire un gros mot. Je sais pas. Une réaction peut-être, Fabien, Pascal, par rapport à cette idée de mutualisation aussi avec les copains? Sur l'aspect mutualisation, on a pas mal l'habitude au sein de notre réseau mascotte de beaucoup échanger, de travailler ensemble. Et à l'échelle de ma destination, c'est vrai que sur l'aspect Côte de Beaune, avec par exemple ma collègue de la Côte de Nuit,
On a beaucoup de prestataires en commun, on a un peu des offres équivalentes, on a des clientèles qui vont de l'un à l'autre des territoires sans connaître de frontières. Et je cite l'exemple de ma collègue de Gevrey-Nuit, mais je pourrais citer l'exemple de plusieurs autres collègues alentours. Donc c'est quelque chose qu'on développe. Alors aujourd'hui, plus sur le côté promotion et sur le côté offre, suggestion de séjour. Il y a un travail qui est en cours d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin encore. Sur l'aspect promotion, on a eu l'occasion l'année dernière pour la première fois à l'échelle de la destination Bourgogne, qui est un peu une marque forcément très connue, de travailler sur du marketing sur la saison automnale. Ça tombe bien, l'automne c'est en Bourgogne, ça rime. Donc les copains des autres régions ne pouvaient pas nous piquer. Et l'idée, c'était justement de pouvoir renforcer l'idée que les gens viennent en week-end à l'automne en Bourgogne parce qu'il y a les paysages qui vont bien, les balades en forêt, les belles couleurs, le vignoble, etc. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait déjà tous ensemble et qu'on va continuer à faire. On va aller plus loin cette année sur le côté être sur des suggestions de séjour qu'on va créer ensemble, en animant ensemble nos prestats. Du coup, je pense que de là à aller vers, à un moment donné, de la mutualisation en termes d'accueil des clientèles, il y a un pas que j'imagine on pourra facilement franchir. Aujourd'hui, pour ce qui concerne ma seule destination, moi, j'ai complètement dans le sens des propos de Déborah ou de Julien. On a mis en place, on a profité de la crise pour mettre en place du chat. Là, on est en situation d'organiser des propositions de prise de rendez-vous par visio pour les gens qui ne veulent pas se déplacer jusqu'à l'office de tourisme. Et toutes ces choses-là qu'on développe, en fait, on n'a pas forcément de moyens supplémentaires. Après, l'idée, c'est de pouvoir jouer, par exemple, sur les horaires d'ouverture. On a, nous aussi, une forte commande politique pour que l'ensemble des bureaux d'information touristique réouvrent, à la fois parce que dans les zones rurales, c'est des endroits où on fait de la location de vélos. Et par les temps qui courent, les balades en vélo en pleine nature, c'est très, très demandé. Mais à Beaune, où on est sur d'autres offres, il y a aussi, bien sûr, un enjeu de montrer qu'on est ouvert. Après, on va jouer sur les possibilités qu'on a, c'est-à-dire que peut-être le bureau d'information touristique va fermer physiquement un peu plus tôt aux clientèles, mais même s'il est fermé, eh bien, il y aura une collègue qui sera en chat, un collègue qui sera en proposition de rendez-vous par visio, et c'est un petit peu sur ces astuces-là qu'on va jouer. Il peut y avoir aussi, pendant la saison, une période où on va être davantage hors les murs, parce que c'est plus là que ça va se passer. À un moment donné, on va carrément se délocaliser dans le camping d'à côté, parce qu'on sait qu'il y a là des clientèles qui peuvent avoir besoin de conseils et qui ne feront pas la démarche d'aller jusqu'à l'office de tourisme. Donc, je pense qu'il faut, finalement, le maître mot, c'est qu'il faut être très agile. Il faut être très agile, être sans arrêt à l'écoute de ce qui se passe et être capable de bouger un peu les lignes. Alors, ça veut dire aussi que les personnels soient eux-mêmes porteurs du projet, qu'ils y croient, qu'ils aient envie de le faire. Donc, je pense que c'est très important de créer ça avec eux, tous ensemble. Et souvent, ils sont très motivés, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire tomber les tables, de les renverser. Donc, je pense qu'il faut arriver à être très agile, effectivement, et sans arrêt se réadapter. Parce qu'on le sait tous, en fait, on passe notre temps à réinventer notre métier et à se réadapter parce que tout ce qui est habitude de consommation, type d'information, comment on les cherche, où on les demande, tout ça est complètement impacté par les nouvelles technologies. Ça change toutes les 2 minutes et nous, on est en plein là-dedans, quoi. Donc, je pense que c'est un peu ça le maître mot pour nous. Il y a plusieurs questions par rapport aux outils qui sont utilisés pour les visios. Je ne sais pas s'il y a eu la réponse, donc je pose un peu ça là. Si vous voulez apporter une réponse, peu importe. Et qui, parce que j'ai compris que plusieurs l'utilisaient en tout cas. Qui commence? Fabien? Ah, Fabien est en train de parler chez lui. Ouais, non, Fabien, très techniquement, tes visios, ton chat, ça a été posé à plusieurs reprises. Ouais, les visios, on utilise un outil gratuit en ligne qui s'appelle Jitsi, J-I-T-S-I, qui permet de vous créer une salle de réunion à votre nom. Alors, c'est un outil gratuit et libre, donc voilà. On était parti sur l'idée, clairement. Alors, chez nous, il n'y a pas eu très peu eu de demandes là-dessus. On l'utilise plus pour des porteurs de projets qui, là, se remanifestent depuis quelques semaines, qui avaient dans les cartons d'ouvrir un hébergement ou autre. Et du coup, on le réutilise
dans ce cadre-là, mais clairement du visiteur qui demande un conseil avisé, le chat en ligne suffit. En tout cas, on n'a jamais eu personne qui nous a dit « Ah si, je veux absolument une visio, machin, etc. » Ça, c'est le retour d'expérience que je peux vous faire là-dessus. Merci Fabien. D'autres questions, d'autres apports sur cette question de la visio ou on passe à une question suivante? Kindimo consent. Vas-y, Karian. Ouais. Du coup, il y avait un retour également sur les RH du chat. Donc, ça concerne deux personnes, si j'ai bien compris. Savoir comment se passait la permanence aussi hors ouverture des offices de tourisme. Alors, tout l'équipe Destination Cœur de Flandre, enfin, les BIT sont dotés de tablettes et du coup, la veille du confinement, moi, je leur ai dit, vous embarquez les tablettes chez vous, vous partez avec. Du coup, l'ensemble de l'équipe accueil était muni de tablettes avec lesquelles ils ont pu bosser pendant le confinement. Donc ça, c'est pour l'aspect purement matériel. Et ensuite, au niveau des horaires, on a mis en place des horaires d'astreinte, en gros, sachant que vu les volumes dont je vous ai parlé, les filles ne sont pas non plus… alors, je dis les filles, j'ai une équipe 100% féminine sur ce pôle-là, mais ne sont pas tout le temps derrière la tablette. Et en fait, vous pouvez paramétrer une sorte de sonnerie comme sur un téléphone. C'est comme si votre téléphone sonnait en vous disant tiens, il y a quelqu'un qui vous appelle et effectivement qui souhaite avoir un renseignement. Et donc, c'est parti. Ensuite, ça fait partie du temps de télétravail. Et à aujourd'hui, on ferme l'accueil du chat vers 18h, si je ne m'abuse. Maintenant, à voir effectivement si on va changer ou pas cette amplitude horaire. Mais au début, on était parti sur une journée classique. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il peut être désactivé de votre page d'accueil. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à 19h30, il ne va pas s'énerver sur le chat tout seul et que personne ne lui réponde. En fait, l'outil est désactivé, il disparaît de la page d'accueil et il ne revient que lorsque vous avez programmé l'ouverture du chat en ligne. D'accord. Je vais continuer avec toi, Fabien, si ça te va, parce qu'il y avait des questions suite à ton intervention. Il y avait une question pour savoir comment tu déclarais ou tu justifiais le travail des bénévoles. Par l'amour du territoire. Uniquement par l'amour du territoire. Non. Mais clairement, en fait, on est sur des pratiques qui étaient avant la loi NOTRe et où on en avait encore et qui ont voulu continuer. Donc, c'est des amplitudes horaires extrêmement faibles. Elles ne vont pas faire les amplitudes horaires des BIT les plus importants, mais l'idée, c'était de se dire soit on ferme le BIT de la commune en question, soit on le maintient de cette manière. Et c'est l'une des réponses qui a été adoptée. Désormais, on a aussi une association qui est dans ce bâtiment, et donc on peut le justifier comme ça. L'association ouvre le bâtiment et justement fait la diffusion de l'information. Ok. Il y avait également une question sur la forme que prenait un peu ta boîte à outils. Tu as parlé de boîte à outils à un moment. Eh bien, sur le site internet de l'Office de tourisme, cœurdeflandre.fr, les prestataires ont accès en fait à des pages qui leur sont réservées, qui leur sont propres, et dans lesquelles ils vont retrouver l'ensemble des informations sous type de bloc. Alors bien sûr, on a le bloc accompagnement Covid qui a malheureusement grossi depuis 3 mois, mais où dedans, ils vont retrouver aussi bien les news pro, l'ensemble des démarches qu'ils peuvent faire si ils sont hébergeurs, restaurateurs, sites de visite, quelques outils aussi en ligne gratuits de séminaires ou autres, de vidéos intéressantes. Après, des choses toutes bêtes, mais l'organigramme de l'Office de tourisme avec les coordonnées en direct des personnes pour aller taper à la bonne porte. Une sélection de photos, une sélection de logos qui sont tous libres de droit, justement, pour qu'ils viennent améliorer leur site internet également. Donc voilà, ils ont cet espace qui est une sorte d'excroissance du site internet réservé pour eux et dans lequel ils vont trouver l'ensemble des petits trucs sympas. Et c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on a la main. Et donc, si quelqu'un nous dit tiens, il manque ça, on peut très vite pouvoir inclure une nouvelle donnée, une nouvelle page, un nouveau bloc et donner l'information.
Je me permets de prendre la main pour juste vous annoncer qu'on va élargir un tout petit peu jusqu'à 16h10 parce qu'il y a encore pas mal de questions dans le chat et on va essayer de le faire en mode un peu questions-réponses, en mode rafale, hein, même si c'est un peu frustrant. Donc voilà, Karianne va reprendre la main, poser l'ensemble des questions et voilà, on va essayer de tenir ce timing des 16h10 tous ensemble. Ok. Il y avait une question sur l'organisation de tes bureaux d'information touristique, savoir s'ils sont déjà réouverts et en fonction de ça, s'ils venaient à réouvrir, comment tu vas envisager le chat à ce moment-là? Alors, j'en ai un un qui est réouvert depuis mardi. Le chat en ligne va rester, quoi qu'il arrive. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec l'équipe. C'est désormais un outil. On le laisse. De même que le téléphone sonne dans les BIT. Alors, même si je retiens l'exemple de Déborah au début qui scinde les deux, même si le téléphone sonne, là, ce sera pareil. Il y aura la petite sonnerie du chat pour continuer à répondre questions. Ok, parfait. Écoute, je vais commencer à poser des questions. Du coup, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres hein, pour toi, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je vais peut-être m'orienter plus vers Julien. Il y avait quelques questions pour Julien. Si tu m'entends. Ouais, c'est bon. Oui, je t'entends. Alors, au niveau des services, c'était pour savoir si déjà, en fait, l'ensemble des services que tu as présentés, s'ils étaient payants. Comment tu organises un peu tes services Ils ne sont pas forcément payants. Les seules choses qui peuvent être payantes, c'est la production de photos. Sinon, tous les autres services sont gratuits. C'est vrai que bon, moi, j'ai travaillé dans d'autres secteurs et c'est vrai qu'il y a des territoires ou des régions où on a une habitude des logiques de partenariat, d'adhésion, etc. Cette logique-là n'existe pas sur l'office de tourisme où je suis. Ils ont voulu le mettre en place il y a à peu près 1 an et demi, juste avant que j'arrive. Et enfin, bon, moi, mon principe, en tout cas, c'est d'éviter de rentrer dans cette logique-là tant qu'on n'y est pas. Parce qu'on peut être justement, suite peut-être au Covid ou des choses comme ça, on peut être trop tributaire de ces ressources-là. Donc ça, c'est mon premier élément d'information, c'est que non, on ne rend pas payant nos services. Nous, notre objectif, c'est que, in fine, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent dans nos hébergements et vu qu'on est bénéficiaire d'ATEC Séjour, ça nous profite forcément. Ok, j'enchaîne un peu, hein, vous m'en voulez pas, ça fait vraiment rafale comme disait Fabien. Par rapport aux ressources humaines aussi, savoir si par rapport à cette organisation un peu nouvelle, est-ce que tu as une réaffectation des RH par rapport à tes ETP ou est-ce que c'est de nouvelles missions confiées aux saisonniers? Alors, il n'y a pas de saisonniers qui vont intégrer l'effectif cet été. Donc, on va être en effectif moindre par rapport aux années précédentes. Ensuite, oui, c'est une réaffectation. Alors, c'est difficile du moins à détailler comme cela, mais toujours est-il que cette logique qu'on avait initialement du un tiers, un tiers, un tiers, on la garde en termes d'action, en termes de temps de travail. Mais en fait, là, ce qu'on est en train clairement de faire, c'est de lier la relation Presta avec l'accueil. Donc en fait, on réutilise, les personnes qui étaient plutôt dédiées à la relation Presta ou les personnes qui étaient dédiées à l'accueil, pour faire une sorte de pot commun et on a tout aussi, nous, cette logique de portefeuille. Et en fait, c'est les personnes qui étaient plutôt à l'accueil jusqu'à présent vont se réaffecter en soutien avec, les personnes qui s'occupaient des hébergements ou les autres qui s'occupaient des assos locales ou des producteurs. Ok. Il y avait une question aussi sur le profil des salariés qui sont sur l'accompagnement des prestats. Est-ce qu'il y a un C'est profil des particulier grande, blonde, non, c'est une blague. Mais ça n'a rien à voir avec ça. En fait, on est sur des profils de personnes qui ont fait pas mal de formations. Alors, c'est vrai que nous, on dirait entre guillemets, et je l'ai toujours dit, une relative chance d'avoir, la Mona à nos côtés qui nous a quand même bien accompagnés sur ces nouveaux métiers. En tout cas, on a une personne qui est vraiment, professionnelle de la photo et de la production de vidéos. Et on a après une personne qui est professionnelle de l'accompagnement des prestats sur ces logiques, de porteur de projet. Et puis on a aussi une personne, qui est, du moins, ouais, douée ou du moins professionnelle de la création de sites web ou l'accompagnement numérique. Et pour terminer, on a une personne qui ça ne décrédite pas les autres parce qu'ils vont m'en vouloir s'ils écoutent, mais en tout cas, mais sur l'accompagnement des prestats, après, j'ai une autre personne qui est vraiment dédiée aux activités de pleine nature. Donc qui est vraiment là pour accompagner, les municipalités ou les prestats qui veulent des infos sur ce sujet-là. Ok, merci. Il y a effectivement une dernière question sur la diffusion de l'info, sur l'accueil hors les murs. Comment tu as choisi les sites où vous allez vous déplacer?
ou les salariés? Alors, en effet, je l'ai évoqué. Donc, il y a pas mal de hors-les-murs qu'on a supprimés parce qu'il y a des événements qui n'auront pas lieu. Par contre, on maintient nos hors-les-murs sur ce qu'on appelle, nous, nos visites au LIM, donc c'est des visites guidées où on reçoit à peu près, alors là, pour le coup, on va réduire l'effectif de nombre de clients, mais c'est des tout petits hors-les-murs, en fait. On se déplace systématiquement sur toutes les visites qui ont lieu sur le territoire et c'est une forme de petit hors-les-murs pour nous. Ok, parfait. Merci. Je vais enchaîner avec Pascal. Je crois qu'il n'y a que toi à qui je n'ai pas posé les questions pour l'instant. D'ailleurs, je suis très, très déçue. J'imagine bien, du coup, je me rattrape. C'était pour savoir comment est-ce que tu as réparti les prestataires dans les portefeuilles. Quels ont été les critères un petit peu par rapport à ça? Ok. On a eu à la fois l'idée d'avoir une certaine transversalité parce que certains prestataires peuvent solliciter beaucoup plus de services et de temps passé que d'autres. Donc, il s'agissait qu'il y ait une certaine équité pour que les collègues arrivent à gérer ça en temps disponible. Et on a voulu aussi tenir compte quand même par rapport à ce qu'on connaissait des besoins spécifiques de tels prestataires, s'assurer que les collègues qu'on allait mettre en face de ces prestataires soient vraiment en capacité de pouvoir y répondre. Contrairement à ce que expliquait Julien, on a cherché, nous, à être plus dans une logique de collègues qui vont tous, à partir du moment où ils sont capables de ce travail-là, quelle que soit leur mission spécifique, ils sont tous dans la logique du portefeuille client. Parce qu'on veut cette transversalité, on veut qu'ils aient vraiment cette vision client, répondre aux attentes, se mettre à la place du prestat qui est le client. Donc, on a voulu vraiment développer ça, mais du coup, pour qu'il y ait une certaine équité, s'assurer que chacun ait et des hébergeurs, hôtels, et des hébergements chez habitants, et un peu de resto, et un peu de sites de visite, etc. Donc, c'est plutôt ça qui, pour l'instant, est notre logique. Après, on va voir comment ça fonctionne dans la durée et s'il faut revoir la donne. Ok, merci. Et comment la démarche elle a été perçue par les prestataires du coup Elle a été très bien perçue par les prestataires. Alors, deux temps, c'est-à-dire que quand déjà on a commencé à parler de la démarche à nos prestataires, puisque c'était au départ un projet, ils ont vraiment été dans l'idée de dire chouette, sans gros mots, enfin vous vous positionnez comme des privés. Enfin, je ne sais pas quel terme adéquat avoir, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette vision commerciale au bon sens du terme que nous on attend, parce qu'on attend de vous un service commercial, que vous soyez vraiment adapté à ce qu'on a besoin de faire. Donc le fait que vous preniez les mots du privé, le mode de fonctionnement du privé, etc., ça nous va bien. Et puis ensuite, quand par la force des choses, avec le Covid, on a mis en place le système et on a appelé les pros et on les a mis en relation. Ils étaient vraiment très contents de l'agilité et de la rapidité avec laquelle on était capable d'inventer des nouvelles choses pour leur répondre. Je donne un exemple, on fonctionne comme tout le monde partout, avec des logiques de base de données qui chez nous est une base régionale qui se met en place avec plein d'adaptations. C'est un gros outil qui est super intéressant, mais qui forcément peut être un petit peu lourd à faire évoluer, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. On savait que les interventions, les spécificités liées au Covid n'allaient pas forcément pouvoir être mises sur la base tout de suite. Ça a été notre rôle de trouver le petit outil rapide qui allait bien en attendant que la base soit adaptée. Ok. Je crois qu'il y avait une dernière question également. Est-ce que ça a eu un impact, parce qu'on l'a entendu un petit peu tout à l'heure, il y avait la notion de service payant, mais est-ce que ça a eu un impact, toi, sur la logique d'adhésion à l'Office de tourisme? Ça sera la dernière, Karianne et Pascal. Comment? Ce sera la dernière question, juste pour… Ok, très bien. Du coup, c'est la dernière. Ok. Alors, sur l'aspect adhésion, contrairement à Fabien, on est nous… non, pardon, à Julien, je crois. On est nous sur des services qui sont payants. C'est quelque chose qui existait depuis très longtemps chez moi, et quand je suis arrivée, je l'ai maintenu. En revanche, il y a une évolution de notre modèle économique, c'est-à-dire que certains services qui étaient payants depuis très longtemps, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus la même valeur et que ça ne sert plus à rien de les maintenir payants, alors que d'autres choses qu'on met en place qui sont nouvelles, on a intérêt peut-être à les rendre payants. Donc il y a à la fois le fait qu'on est en train de faire évoluer le modèle économique des services qu'on apporte à nos pros, et combien ça coûte et pourquoi et comment on le justifie, et ils sont pour certains d'entre eux en attente aussi de ça, parce qu'ils savent aussi que ce qu'on leur apporte, ça a une valeur, ça a un coût.
Et puis, avec l'aspect Covid, plus ponctuellement, bien évidemment, comme peut-être beaucoup d'autres, on a gelé tous ces paiements parce qu'on sait que nos pros, en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter et ils ont des grosses difficultés de trésorerie. On peut avoir, nous aussi, par rapport à la taxe de séjour, mais bon, c'est un autre sujet. Ok, merci Pascal. Fabien, je te laisse reprendre la main. Merci Kyrian. Désolé pour les frustrations multiples qu'il y a dû avoir, qui vont peut-être arriver sur le chat. Voilà, c'est un premier épisode, donc le Sadi Inspi. On espère que le format vous a plu. Voilà, on a essayé de le condenser un maximum parce que voilà, on sait que le temps est précieux, mais en tout cas, on se rend bien compte que le sujet de la stratégie d'accueil d'information est le sujet phare. J'ai entendu, je ne sais plus qui, mais dire voilà, qu'on était habitué dans le réseau des offices à repenser notre métier. Je pense que la gymnastique de travail autour du SADI, qui est de tester, d'apprendre et de continuer à apprendre de ces erreurs ou de ces nouvelles expérimentations et surtout les évaluer, ça fait partie du job. Donc ce qu'on proposera à nos 4 témoins, c'est justement peut-être de revenir auprès d'eux par rapport à tout ce qu'ils nous ont balayé pour aussi faire une analyse un petit peu plus fine de ce qui a marché, ce qui a moins marché pour avoir un petit peu du feedback et alimenter aussi la ressource que nous, Fédération Régionale, nous allons pouvoir partager aussi au réseau, aux petits copains qui n'étaient pas forcément disponibles cet après-midi. Mais en tout cas, si Déborah, Pascal, Fabien et Julien, vous souhaitez continuer à être dans la boucle de ces échanges pour justement alimenter la besace du réseau, ça sera avec grand plaisir. Merci également à mes acolytes de l'après-midi, Fabien H, Amélie, Nicolas, Kyrian et puis Béatrice. J'espère que j'ai oublié personne. Et un grand merci à nos quatre témoins encore, Déborah, Pascal, Fabien et Julien. Et sans plus attendre, je vous livre, bien évidemment. Alors, pas une nouvelle question du Burger Quiz. Ça risque d'être un petit peu là où quelqu'un on va vraiment exploser le compteur timing, mais en tout cas on s'est dit que ça pourrait être intéressant de poursuivre et de transformer l'essai par un deuxième rendez-vous le 3 juillet après-midi, même heure, et puis finalement on annoncera peut-être d'ores et déjà un 105 minutes pour assurer une promesse par rapport au temps. Merci à tous et puis écoutez, à bientôt, et puis peut-être rendez-vous le 3 juillet avec les collègues de toutes les 4 régions. Merci au revoir à tous. Bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir. Allez, bonne journée, salut. Merci, au revoir. Je pensais que c'était fait C'est tombé à pic. Tu as été mis en sourdine, Fabien, au moment où tu allais exprimer ton appréciation. C'était une blague qui n'était pas forcément géniale. Fabien, tu as arrêté le live et l'enregistrement du coup? Merci Nico pour le rappel. Oui.